La question est totalement légitime et on peut se la poser. Faut-il investir sans apport, ne pas mettre un euro, garder tout dans sa poche et demander à la banque qu'elle nous accompagne sur l'intégralité du financement? Écoute, ça tombe bien, on en parle tout de suite dans cette vidéo, donc je te dis à tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire, bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier et investisseur. J'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué, c'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à moi. Écoute, pour fêter ça comme il se doit, je t'offre un cadeau, une demi-heure de formation totalement gratuite. Les liens sont juste en bas, tu as juste à cliquer dessus, y déposer ton adresse mail et tu pourras recevoir donc du coup cette formation. Également, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu vas pouvoir suivre des storytelling, des clients que j'ai pu accompagner dans le cadre d'investissements locatifs qui sont donc passés à l'action. Également, si tu veux avoir des bonnes techniques, des bonnes informations pour essayer de faire en sorte que ton financement puisse passer auprès du banquier. Et puis tout simplement, si tu aimes ce que je fais et que tu n'es pas ma première vidéo, écoute, je t'invite à t'abonner, je te laisse quelques instants et puis on démarre tout de suite. Ça y est, c'est bon, je pense que tu viens tout juste de t'abonner, donc tu l'auras bien compris, on va parler du financement sans apport. Alors ok, en 2020, c'est très compliqué de pouvoir se faire financer sans apport, mais c'est néanmoins possible. Tu as donc la possibilité de pouvoir te faire financer sans avoir à mettre un euro. Mais il faut comprendre aussi en quoi ça t'engage. Et c'est un peu l'objectif de cette vidéo, c'est que tu puisses comprendre en quoi ça va t'engager. Il y a des avantages et des inconvénients à se faire financer en 110%. Et on va le voir tout de suite, donc je t'invite à rester vraiment jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir savoir tout ce que j'ai à te dire et tout ce qu'il y a d'important à comprendre par rapport au financement sans apport. Investir sans mettre un euro. Utiliser au maximum le levier financier. Créer de l'argent avec de l'argent. Voilà tout ce que procure un financement en 110%. Et il y a encore plein d'autres choses. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu fais de ton argent ? J'accompagne beaucoup de clients et d'ailleurs, je vous en remercie de la confiance que vous m'offrez. D'ailleurs, j'en profite pour te dire qu'il y a des liens qui te permettent de pouvoir rentrer en contact avec moi. Ce qu'on appelle un call diag. Ce n'est pas compliqué. C'est 10 minutes totalement gratuit où on va pouvoir parler de ta stratégie financière. Les liens sont juste en bas. Donc, je t'invite à cliquer dessus si tu souhaites rentrer en contact avec moi. Donc là où je voulais en venir, c'est j'accompagne beaucoup de clients. Et beaucoup de clients me disent je veux faire un financement en 110% pour plusieurs motifs, des fois pour des bons et d'autres des moins bons. On va les énoncer très rapidement. Ce que je veux considérer comme étant un bon motif, c'est avoir la volonté de vouloir garder un petit peu de trésorerie afin de pouvoir se prémunir en cas de pépin, en cas de coup dur. Parce qu'effectivement, les aléas de la vie, ça arrive. Et comme nous l'a montré l'année 2020, on ne sait jamais à quoi s'en tenir dans les jours et les années qui suivent. Donc le principe de se prémunir, c'est une très bonne chose. Il y a néanmoins d'autres personnes qui souhaitent investir en 110% par simple plaisir d'investir en 110%. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elles ont largement la capacité de pouvoir ramener un petit peu d'apport, au moins pour les frais, mais ne préfèrent pas les mettre parce que c'est une mode, c'est un principe d'investisseur pour pouvoir rentrer dans la rentabilité rapidement. Il faut donc investir sans mettre le moins d'euros possible. Moi, il y a certaines choses que j'ai envie de mettre en évidence dans cette vidéo et c'est les raisons pour lesquelles je l'ai faite parce qu'il y a des points qu'il faut éclaircir. Et c'est ces points-là qu'on va éclaircir. Ces points qui, selon moi, peuvent être négatifs lorsque tu investis en 110%. La première question que j'ai envie de te poser, c'est que fais-tu de ton argent ? On va prendre l'exemple de Paul. Paul a 60 000 euros d'épargne aujourd'hui et souhaite faire un investissement sur 100 000 euros. Il doit ramener à peu près 10% de la valeur du bien afin de pouvoir couvrir tous les frais annexes, ce qui représenterait donc 10 000 euros. Paul souhaite faire des travaux. Il demande donc à la banque de pouvoir l'accompagner sur les travaux à hauteur de 20 000 euros.
Mais Paul ne souhaite pas ramener les 10 000 euros qui vont lui permettre de pouvoir payer les frais. Il va donc demander à Roméo, donc moi en l'occurrence, de trouver une banque qui va l'accompagner sur l'intégralité du projet. Donc les frais annexes ainsi que les travaux. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on n'est même pas à 110%, on est à plus de 110%. Là, pour moi, on n'est pas sur une bonne approche, tout simplement parce que tu ne montres pas au banquier que tu es prêt aussi à mettre des billes dans ton projet. C'est ton projet. Et ça, c'est un point qui est important. Il ne faut pas oublier que c'est ton projet et que tu demandes à la banque de t'accompagner sur un projet qui est le tien. Ensuite, que fais-tu de ton argent? Est-ce que les 10 000 euros, est-ce que les 60 000 euros que tu souhaites garder et qui malheureusement très souvent sont placés sur des produits d'épargne qui ne valent rien du tout, ne pourraient pas être gardés dans un endroit qui pourrait être meilleur, qui serait donc du coup dans tes murs, donc sur de la pierre, ou tout simplement sur un investissement financier, un placement financier qui lui rapporte réellement. Je ne te parle pas du livret A et je te parle encore moins du compte courant. J'ai beaucoup trop de Paul qui ont de l'argent et qui les déposent et qui préfèrent les garder sur leur compte courant parce que ça les rassure. Ça peut paraître un peu brutal ce que je vais te dire, mais concrètement, l'argent n'a pas de valeur. L'argent te permet d'acheter de la valeur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien concevoir. C'est une notion qui est différente de ce qu'on peut nous apprendre dans notre société actuelle et également à l'école ou auprès de notre éducation financière lorsqu'on en a une. Même si j'ai envie de te dire que la plupart des gens, et moi le premier, j'ai fait partie d'une éducation financière, on va dire tacite. Mes parents ne m'ont jamais dit « l'argent ça sert à ça ». Ils m'ont dit « il faut que tu aies de l'argent pour pouvoir acheter ça, ça, ça et ça ». Mais il faut bien se convenir de quelque chose. Aujourd'hui, l'argent est le moyen que l'être humain a utilisé pour pouvoir troquer un produit ou un service. Avant, c'était des vaches ou c'était de la cueillette contre de la peau de fourrure. Mais ne l'oublie pas, l'argent n'a pas de valeur. La preuve en est, l'argent peut se déprécier très rapidement, encore plus rapidement que des matières premières comme l'or, comme le blé ou d'autres, le bois et d'autres matières premières qu'il peut y avoir, qu'on peut voir d'ailleurs dans les cours de la bourse. L'argent te permet de pouvoir acheter de la valeur. Donc lorsque Paul a 60 000 euros et qu'il ne souhaite pas mettre 10 000 euros, qui représentent un peu plus d'1% de son capital, dans son propre projet, pour moi, il se met un frein et il se met des bâtons dans les roues. Et d'ailleurs, il risque même plus de perdre son argent auquel il tient tant que l'inverse. Il suffit qu'il y ait une crise énorme financière et ne l'oublions pas, la loi permet aux banques de pouvoir bloquer tes finances à un certain montant, certes, mais ça reste quand même possible. Chose qui n'est pas possible dans le cadre d'une propriété immobilière et dans le cadre d'autres propriétés, bien sûr. Mais là, on parle de l'immobilier. Paul, et si tu es un Paul également, je t'invite vraiment à revoir les motivations qui te poussent à garder cet argent et à essayer de faire en sorte d'avoir un juste milieu. Ça te permet d'être crédible auprès du banquier, ça te permet de faciliter ton projet, ça te permet de mieux préserver justement ton argent, parce que le fait qu'il soit entre tes murs, ça va te permettre de pouvoir donc du coup bloquer ton argent sur une valeur qui est palpable. Ne l'oublions pas, l'argent aujourd'hui c'est des chiffres qui sont dans des comptes bancaires et qui passent de virement à virement. On n'est pas dans cette culture outre-Atlantique qui est d'avoir des billets plein les poches et les garder près de soi. Et même ça, j'ai envie de te dire, ça n'apporte pas plus de valeur que ça parce que l'argent aujourd'hui n'est pas indexé sur l'or, n'est pas indexé sur quoi que ce soit. C'est une devise qui est troquée contre une autre devise et son cours fluctue d'un moment à un autre. Bon, là, je vais laisser les boursicoteurs et les experts en trading parler à ma place. Néanmoins, il faut que tu le comprennes, l'argent n'a pas de valeur, mais ça te permet d'acheter de la valeur. Ensuite, il y a des inconvénients clairs à faire du 110% ou du 120%. Le premier que j'ai envie de te dire, c'est l'amortissement. L'amortissement, concrètement, c'est le fameux double effet qui se coule que tu peux avoir lorsque tu investis dans l'immobilier. Cela signifie que tu peux percevoir du cash flow, donc de l'excédent entre la mensualité de ton crédit et les loyers que tu perçois. Et également, il y a donc de l'amortissement, c'est des mensualités tacites que tu perçois.
tous les mois, tu amortis ton crédit immobilier. Donc, quand on reprend l'exemple de Paul, Paul, tous les mois, lorsqu'il paye 500 euros sur 25 ans, dans ces 500 euros, il y a du capital et un peu d'intérêt. Et à chaque fois, il capitalise un peu plus. Donc, naturellement, lorsqu'il va revendre son bien au bout de 5 ans, il aura peut-être déjà remboursé 10 000 euros ou 15 000 euros en fonction, bien sûr, du taux d'intérêt et de la durée de capital qu'il pourra donc récupérer lors de sa vente. Et c'est quelque chose que tu ne peux pas faire lorsque tu investis en 110%. Tu ne peux pas capitaliser avant la 5e ou la 6e année en fonction du financement que tu fais et du taux d'intérêt qu'il va y avoir. C'est pas compliqué, vu que tu demandes 110 000 euros ou 120 000 euros pour reprendre l'exemple de Paul, tu vas d'abord amortir les frais de notaire et ensuite tu vas amortir ton immobilier. Et ça cause un second problème. C'est qu'en cas d'arbitrage, si demain tu as besoin de revendre ton bien, tu ne le revendras pas à la valeur à laquelle tu as pu l'acheter au minimum, parce que tu seras forcément déficitaire, vu que les 5 premières années sont les années où tu as donc un remboursement de tes frais. Mais par contre, tu devras soit le vendre au-dessus de la valeur, et ça c'est un peu incohérent par rapport au secteur dans lequel tu vas faire, dans lequel tu vas être, ou soit tu vas devoir le vendre en dessous de sa valeur, et donc du coup garder encore du crédit après la revente de ton bien. Et ça implique un autre problème, c'est que le banquier peut refuser la vente de ton bien s'il estime que tu vends à perte. Alors certains me diront, pas d'inquiétude, moi lorsque j'investis sur des biens avec lesquels je vais avoir des travaux et qui vont donc revaloriser mon bien de manière très supérieure. Et je t'invite vraiment à faire ça de cette manière. Mais si ce n'est pas le cas, si tu n'investis pas de cette manière-là, sache que en faisant du 110%, tu te risques tout simplement qu'en cas d'arbitrage, tu seras en vente à perte et donc du coup, tu peux même avoir ta vente qui va être bloquée tout simplement. Un autre point aussi, mathématiquement mais très simple, c'est que plus tu vas augmenter le capital à emprunter, plus tu vas également augmenter tes mensualités. Donc en résumé, Paul souhaite garder ses 60 000 euros parce qu'il est proche de ses sous et que ça le rassure d'avoir 60 000 euros dans son compte courant. En contrepartie, il fait le choix d'augmenter ses mensualités. Certes, il augmente ses revenus, néanmoins, ça augmente ton endettement. Donc Paul, malgré qu'il ait gardé ses 60 000 euros, ne pourra peut-être pas investir sur un autre projet, tout simplement parce que ses mensualités seront beaucoup trop élevées et que s'il a fait ça une première fois en 110%, il va naturellement vouloir faire une seconde fois en 110%. Le fait de ramener de l'apport te permet de baisser tes mensualités. Et ça, c'est un point qui est important parce qu'en fait, tu recules pour mieux sauter. Et ça, c'est une notion que certains investisseurs ne prennent pas en compte. Ils se disent, je veux garder mes sous près de moi, mais je veux continuer à investir. Mais à un moment, c'est forcément bloquant. Donc, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? C'est que peut-être au deuxième projet ou au troisième projet, lorsqu'il n'y a pas des grosses rentabilités, donc des gros revenus, des gros cash flow, et bien naturellement, ce qui va se passer, c'est que Paul va devoir injecter plus que 10 000 euros sur le futur projet et il va devoir se prémunir de ses sous. Et malheureusement, là, il aura donc accumulé le nombre de biens immobiliers, donc le risque, mais par contre, il aura donc diminué son matelas de confort et donc il sera dans une situation qui sera beaucoup plus dangereuse qu'initialement prévu lorsqu'il avait juste à ramener 10 000 euros sur son projet principal. Donc en résumé, pour faire simple, le fait de faire un 110% a des intérêts. Bien sûr, on l'aura compris, tu rentres plus rapidement dans une rentabilité. Néanmoins, je te le rappelle encore et je te le redis, tu vas compliquer ton dossier, tu vas compliquer ton projet. Il faut que tu comprennes également pourquoi tu veux faire du 110%. Et lorsque tu peux mettre de l'apport, ne pas hésiter à le mettre de l'apport. Tout simplement pourquoi? Parce que ça va baisser tes mensualités. Ça va te permettre de pouvoir faire de l'arbitrage plus rapidement, en tout cas pas dans ces fameuses 5 premières années où tu paieras uniquement les frais avant de commencer réellement à amortir. Et ça te permettra également de montrer à ton banquier que tu es prêt à jouer le jeu et que ton projet, tu y crois. La preuve en est, tu mets des billes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, écoute, n'hésite pas à y mettre un pouce. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à l'algorithme. Tout le monde est content et en plus, tu as fait ta BA. Il y a des liens qui sont juste en bas, mais j'en ai déjà parlé, qui te permettent de pouvoir rentrer en contact avec moi. Donc n'hésite surtout pas. Entre-temps ambitieuse, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. En vrai,
peu importe à quel moment tu l'auras regardé cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.